Bonjour Adas Calderon, merci beaucoup d'être avec nous depuis la ville d'Eilat dans le sud d'Israël où vous êtes réfugié, je le disais, depuis quelques semaines, non loin de la frontière avec l'Égypte et la Jordanie. Alors le kibboutz de Nirot où vous vivez à quelques kilomètres de Gaza a été dévasté le 7 octobre dernier. Vous avez survécu à ce massacre, mais vos deux enfants, Sahar et Erez, ont été kidnappés avant d'être libérés fin novembre à la faveur de la trêve. Je rappelle que leur père, Ofer, est lui toujours entre les mains du Hamas avec 137 autres prisonniers. On va en parler bien sûr. D'abord, cela fait maintenant une quinzaine de jours que vos enfants ont retrouvé la liberté. Première question à Adas Calderon, comment vont-ils ? Mes enfants, vous savez, sortent d'une histoire très traumatisante. Ils ont vu... Ils ont vécu quelque chose qu'aucun enfant dans le monde ne serait censé vivre, aucun enfant. Ils ont vu de très mauvaises choses. Ils ont vu les massacres, le pogrom. Ils se cachaient derrière la maison, dans le kibboutz, pendant 2 à 3 heures. Et ils ont vu tous les gens de Gaza, les soldats du Hamas, arriver. Ils ont vu 200, 300 personnes commettre les massacres. Ils ont vu de leurs propres yeux, ils ont vu les fusillades, les maisons en feu, les corps au sol, les morts. C'était très traumatisant. Et puis après, ils ont été enlevés de façon très cruelle. Vous savez, ça va prendre du temps pour se soigner. On va revenir bien sûr sur ce qu'il s'est passé, notamment le 7 octobre dernier en particulier. Sahar, 16 ans, Erez, 12 ans, ont passé 50 jours de détention après cet événement, ce terrible massacre. Ils ont été libérés le 27 novembre. Est-ce qu'ils sont en bonne santé aujourd'hui ? Oui, ils vont mieux aujourd'hui. Ils ont perdu du poids. Ils mangeaient pas beaucoup, pas assez. Mais petit à petit, lentement, ça va mieux. Ils sont arrivés très très blancs, très pâles. Sur leur visage, vous pouviez voir les carences en fer, en vitamine D. Ils n'ont pas vu le soleil pendant presque 2 mois. Donc... Mais maintenant, ça va mieux. Chaque jour, ça va mieux. Est-ce qu'ils vous parlent ? Est-ce qu'ils arrivent à vous parler de ce qu'il s'est passé, de ce qu'ils ont vécu pendant ces 50 jours de détention, 52 jours précisément ? Beaucoup. Ils n'arrêtent pas de parler. Ils parlent et ils me racontent toute l'histoire. Mais désolée, je ne peux pas vous raconter ce qu'ils m'ont dit. Désolée. Bien sûr, on ne va pas rentrer dans les détails évidemment de ce qu'ils vous racontent. Est-ce que vous pouvez malgré tout nous dire ce que vous savez, vous en avez déjà un petit peu dit d'ailleurs, sur les conditions dans lesquelles ils ont été détenus ? Les conditions étaient très mauvaises, très très mauvaises. C'est la raison pour laquelle je suis très inquiète pour les otages et pour leur père. Parce que je ne sais pas comment ils vont pouvoir survivre. J'étais déjà très inquiète, mais là je suis d'autant plus. Parfois, ils mangeaient un pain, une pita, vous voyez, par jour, vous voyez. Parfois c'était mieux, mais pas tout le temps. Vous voyez, vous voyez pas le soleil, c'était dans le tunnel. C'était vraiment des conditions horribles. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? J'ai entendu des histoires vraiment insoutenables. Vous parliez tout à l'heure de traumatisme. Est-ce qu'ils sont encore aujourd'hui en état de choc ? Et si oui, comment cela se manifeste-t-il au quotidien ? Oui, ils sont toujours sous le choc.
Comme je le dis, ça prendra du temps. D'autant qu'ils sont très inquiets pour leur père. Ça pourra pas aller mieux tant que leur père sera pas rentré. Et puis ils sont toujours choqués. Ils sont toujours dans cette histoire. Où on va, où qu'ils aillent, à chaque fois ça leur rappelle ce qui est arrivé. C'est tout le temps. Ils en parlent tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Même dans la rue, même si je vais à la plage, ça leur rappelle tout le temps. Et puis, ils me demandent, est-ce qu'il y a des terroristes dans les parages? Est-ce qu'il peut venir dans la maison? Même à Tel Aviv. Même si on est dans une maison sûre, ils pensent toujours, ils y croient, que les terroristes peuvent surgir et les prendre, les enlever, les kidnapper encore. Ma fille de 16 ans, Sarah, elle m'a dit qu'elle avait l'impression qu'elle avait 6 ans. Elle a peur d'un enfant de 6 ans. Elle me dit, je pense qu'ils vont me capturer encore. Vous voyez, c'est pas du tout logique, mais ils sont encore dans le traumatisme. Ils pensent que derrière chaque porte de la maison, peut-être, il y a un terroriste qui se cache. C'est vraiment dur, c'est très dur. Est-ce que vous êtes parvenu, en discutant avec eux, à établir une chronologie précise de ce qui leur est arrivé depuis leur enlèvement le 7 octobre jusqu'à leur libération le 27 novembre? Oui, ils m'ont raconté toute l'histoire, exactement tout ce qui est arrivé. Et c'est une longue histoire. Vous avez dit, Hadas Calderon, dans une précédente interview, je vous cite, que seules celles qui ont donné naissance à un enfant peuvent comprendre ce qui se passe quand on en est privé. Comment, vous, avez-vous vécu en tant que mère cette attente interminable? Qu'est-ce que je peux vous dire? Je ne sais pas où j'ai puisé ma force. Je me suis battue parce que je savais que je me battais pour leur vie, la mienne. Comment je peux vivre sans ces enfants? C'était très dur. Chaque matin, je me réveillais sans avoir vraiment dormi. Enfin, peut-être je dormais 2-3 heures. Tout le temps, je pleurais, je criais dans la nuit. Même pendant mon sommeil. Je m'en souviens pas, c'est une copine qui me l'a dit. Je pleurais, je criais la nuit. Et puis le jour, je travaillais, je répondais aux interviews, mais c'était vraiment dur. Tout cela jusqu'à leur libération. Comment l'avez-vous apprise? Quand ils ont été libérés, vous voulez dire? Exactement, oui. Comment avez-vous été informé de leur libération? Quand? Je l'ai su, je pense, quelques heures avant. Quelques heures. Peut-être 3-4 heures avant leur libération. Jusqu'à la dernière minute. Je ne savais pas s'ils étaient dans la liste. Psychologiquement, mentalement, c'était dur. Très dur. C'était la dernière liste. Je ne savais pas s'ils étaient dedans. J'étais tellement stressée. Quelques heures avant, j'ai eu un coup de fil. J'ai reçu un coup de fil qui me disait ils sont dans la liste, ils sont sur la liste. C'était incroyable, vraiment. Qui vous a informé que vos enfants étaient sur la liste? C'est l'armée.
C'est l'armée. J'ai eu un coup de fil de l'armée. Alors, je le disais tout à l'heure, vous habitez le kibbutz de Nir Oz, dans le Negev du Nord, près de la frontière avec la bande de Gaza. Votre communauté a été particulièrement visée par les islamistes du Hamas le 7 octobre dernier. 68 personnes au total ont été capturées sur les 400 habitants de ce kibbutz. Pouvez-vous nous raconter ce qu'il s'est passé précisément dans votre ville le 7 octobre dernier ? Ce qui s'est passé, c'était 6h du matin, 6h30, ils ont commencé à bombarder. Donc on est allé à l'abri dans la pièce sécurisée. C'est des bombardements vraiment impressionnants. 1h30 plus tard, des milliers de terroristes et puis des gens de Gaza sont arrivés au kibbutz. Des milliers. Peut-être 2000, 3000, je ne sais pas exactement. Ils sont entrés dans les maisons, une à une. On n'a plus de maison. Ils sont venus dans chaque maison et ils ont assassiné, tué, massacré, frappé. Et après, ils ont brûlé les maisons. Ils ont même tué les chiens, les chats. Ils ont tué nos anciens qui étaient dans leur lit recroquevillés. Ils ont tué des familles entières. Ils ont décapité des bébés. Ils ont tué les bébés, les enfants, des familles entières. Et puis après, ils ont brûlé les maisons. J'ai survécu par miracle. Tous ceux qui ont survécu dans le kibbutz, c'est un miracle. Ça a dû durer 10 heures. 10 heures, on était tout seuls, livrés à nous-mêmes, sans que personne nous aide. Personne. Après, ils ont marché dans le kibbutz comme si c'était leur village. Ils craignaient rien. Ils venaient juste pour massacrer, pour tuer. Et après ça, ils fumaient une cigarette. Ils piquaient dans le frigo, ils se faisaient un café. C'était vraiment impensable, vraiment inhumain. Je peux toujours pas croire que j'étais là-bas. Quand je vois ces images, il reste plus rien. La plupart des maisons sont brûlées. On n'a plus rien. Est-ce que vous savez comment les choses se sont passées pour deux de vos enfants, donc Sahar et Erez, ainsi que leur père qui ont été kidnappés? Comment ce kidnapping a-t-il eu lieu et comment vous, Hadas Calderon, avez-vous réussi à échapper aux terroristes? Mes enfants étaient avec leur père et le dernier message que j'ai reçu disait qu'il y avait un terroriste dans la maison. Et maintenant, je sais que ils ont essayé de faire exploser la porte. Donc les enfants et leur père se sont enfuis par la fenêtre. Ils ont couru pour se cacher dans le kibbutz. Et pendant 2-3 heures comme ça, ils sont restés cachés. Ils avaient des t-shirts blancs, ils les ont enlevés pour que personne ne les voie. On a retrouvé ces t-shirts dans le kibbutz. Ils ont tout vu. Ils ont vu tout en temps réel, tout ce qui se passait. Ces terroristes qui entraient dans les maisons. Et puis quelqu'un les a vus. Et à partir de ce moment-là, ils ont été capturés, pas ensemble, séparément, chacun séparément. Capturés ils ont été capturés avec beaucoup de cruauté. Ils ne savaient pas si leur père était vivant, le père ne savait pas si les enfants étaient vivants. Ils ont été séparés. Et puis ensuite, ils ont été emmenés en moto à Gaza. Et ils ont disparu de ma vie. D'un coup, ils ont disparu.
Et justement, Hadas Calderon, que s'est-il passé dans les premiers instants après cette attaque? Quels ont été vos premiers réflexes? J'étais seule dans une autre maison de 6h30 du matin à 15h dans l'après-midi. Quand l'armée israélienne est arrivée, je n'y croyais pas. Quand je suis sortie, j'ai vu... Vous savez, j'avais entendu avant. Les terroristes ont essayé d'entrer chez moi, dans ma chambre. Il y avait beaucoup de cris, des coups de feu. J'entendais Allah Akbar, beaucoup d'insultes. Ils insultaient beaucoup, ils voulaient assassiner. Je priais pour ma vie, puis celle de mes enfants. Et quand je suis sortie, j'ai vu ce chaos. Et l'armée a rassemblé les survivants dans un endroit sûr. Concrètement, aujourd'hui, vous avez tout perdu, vous n'avez plus de maison? Non. Plus rien, plus de voiture, plus de vêtements, plus de maison, plus rien. Le père de vos enfants, Ofer, et lui est toujours aux mains du Hamas. 138 personnes seraient encore prisonniers avec lui. Est-ce que vous avez des contacts ou à minima des signes de vie depuis le 7 octobre? Non, on ne sait rien. Avec qui alors êtes-vous en contact? Qui vous tient? Est-ce qu'il y a des gens qui vous tiennent informés de l'évolution de la situation? Vous parliez tout à l'heure de l'armée israélienne. L'armée, s'ils ont un message, s'ils savent quelque chose, ils nous tiennent au courant tout de suite, mais la plupart du temps, c'est pas grand-chose. On est dans l'obscurité, dans le noir. Chaque jour est un danger, c'est un grand danger. Si par miracle il est vivant aujourd'hui, peut-être le lendemain il ne l'est plus. Maintenant on apprend chaque jour, jour après jour, que des otages sont morts. Alors c'est vrai qu'ici, vu de France, vu de Paris, on se demande comment envisagez-vous l'avenir. Est-ce que vous avez peur de ne pas parvenir à retrouver une vie normale après tout ce qui vous est arrivé, après tout ce qui vous arrive? Je ne sais pas. Ma vie sera plus jamais comme avant. Ma vie a complètement changé, radicalement changé. La façon dont je pense, dont je vois les choses. Je suis très heureuse que mes enfants soient revenus. Mais j'ai toujours une immense angoisse parce que leur père est toujours là-bas. Le combat n'est pas terminé. Donc je suis vraiment... Je suis dévastée. D'un côté, je veux me battre, et de l'autre côté, je veux être juste avec mes enfants, avoir une vie normale, mais je peux pas. C'est pas facile. Vraiment, c'est vraiment pas facile. Merci beaucoup, Hadas Calderon. On vous souhaite évidemment beaucoup de courage dans ce que vous vivez en ce moment. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions depuis la ville d'Eilat, donc dans le sud d'Israël où vous êtes réfugié. On continue évidemment de suivre ce qu'il se passe du côté de la bande de Gaza avec donc ces 137 otages qui attendent toujours leur libération. On vous tient informé sur le Figaro.fr. Merci encore, Hadas Calderon. Merci. J'espère qu'il y aura de nouvelles négociations. On a vu que c'était possible. Donc continuez à le faire. Je demande à notre gouvernement, au gouvernement du Hamas, au Qatar, à l'Égypte, continuez à négocier, comme vous l'avez déjà fait. Vous avez sauvé des femmes, des enfants, sauvé des hommes aussi.
Ils le méritent. Ils sont innocents. Ce sont des citoyens innocents. Ce ne sont pas des soldats, des militaires. Et c'est un message en tout cas extrêmement fort que vous passez dans Point de vue ce soir. Merci beaucoup, Hadas Calderon. Merci. Thank you.